Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. J'ai le plaisir de recevoir son directeur, Christian Schwerer, ou plutôt Christian, merci de nous accueillir chez vous, ici dans le château de Novelle, le manoir de Novelle à Annecy, qui est en quelque sorte le pôle d'excellence environnementale. Oui, c'est bien ça déjà. Bonjour, c'est vrai qu'on a cette chance d'être sur un lieu assez exceptionnel, hein. C'est un des bâtiments, voire le bâtiment le plus ancien d'Annecy. Et derrière, il est bien dans notre symbolique aussi de qui nous sommes, vu que ça allie bien patrimoine naturel, patrimoine culturel, mais aussi bien aussi ancrage territorial et quelque part notre rôle de structure d'expertise et de connaissance. Combien de personnes travaillent ici sur le site ? Alors là, sur le site, on est un peu plus d'une trentaine, sachant que derrière ce pôle d'excellence environnementale, il y a certes Aster, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, mais il y a également derrière des liens avec d'autres structures, notamment un élément qui n'est pas neutre, c'est nous accueillons par an plus d'une vingtaine d'étudiants en stage, en formation, et qu'on a aussi souhaité donner à ce lieu un rôle de résidence de recherche, de lien avec le monde académique. On fera le lien tout à l'heure, je pense, avec le Conseil scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie notamment. Et donc dans ce cadre-là, on a aussi ce volet de lien, notamment de partenariat renforcé, notamment avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. L'autre élément aussi, c'est le lien avec d'autres structures qui apportent de l'expertise. Ça peut être le Conservatoire du Littoral sur sa mission lacustre qui ponctuellement est présent pour quelque part avoir aussi un lieu de travail ici, ou le Conservatoire botanique national alpin qui apporte son expertise flore et habitat en lien aussi avec les compétences professionnelles qui sont les nôtres. Donc ça donne ce côté champ d'expertise, un autre champ qui est de se dire on s'ouvre à d'autres acteurs et notamment des acteurs qui ont un lien avec les acteurs économiques. Donc est présent dans nos locaux l'association ID. Donc je crois que vous avez fait récemment au sujet. Absolument, notamment on a fait un épisode avec Rémi. Et puis aussi Solaire du Lac, donc qui a son siège ici, avec aussi derrière le lien avec des fonds ou des fondations comme la Fondation Eau Neige et Glace ou le fonds de dotation montagne vivante, ou le lien avec aussi d'autres structures qui trouvent intérêt à être à nos côtés. Voilà. Donc on a bien aussi cette dimension d'ouverture aux acteurs larges, y compris des acteurs du monde économique. Avant d'entrer dans le détail sur vos activités ici au CEN 74, on va parler de vous, Christian, on va faire mieux connaissance. Quel a été votre cursus ? Je crois que ça fait déjà une bonne dizaine d'années que vous êtes le directeur du CEN 74. Je me rapproche de ma 14e année bientôt. Donc c'est vrai que 14 ans directeur de cette belle structure, hein, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie Aster. Pour donner quelques faits marquants un peu de mon parcours, moi j'ai fait un parcours mais ma formation est une formation universitaire dans le domaine de l'écologie et de l'aménagement du territoire. De là, très, très rapidement, j'ai pu bénéficier d'un poste d'abord comme conservateur de réserves naturelles sur le territoire du massif des Vosges, donc en étant salarié du parc naturel régional des Ballons des Vosges, où j'ai d'abord commencé, donc, comme dit, sur une mission de conservateur de réserve. Ensuite, je me suis retrouvé responsable du service environnement très, très rapidement, où j'ai exercé cette fonction pendant un peu plus de 17 ans. Et sur la dernière année, je me suis retrouvé directeur par intérim de ce parc, avec notamment l'actualité de la révision de sa charte, sachant qu'en parallèle de cela, pendant cette période-là, notamment pendant 7 ans, j'étais également président du Réseau national des réserves naturelles de France ou président de la commission air protégée du Comité français de Lucienne, pour prendre que ces quelques exemples d'engagement. Et on va dire d'une petite montagne qui a des ballons, je trouvais intéressant de m'orienter vers des montagnes avec des sommets voire plus haut. Et d'où ma candidature là, il y a 14 ans à ce poste de direction du conservatoire. Voilà. Alors on va parler de la nature avec un N majuscule ici, puisque nous sommes dans le CEN 74, Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Comment est née cette structure ? Alors la structure a vu le jour suite à la création en Haute-Savoie des réserves naturelles. Donc et on a une particularité, c'est que quand on crée un parc national,
on crée un établissement public. Le parc national est créé par décret ministériel. C'est le cas aussi des réserves naturelles nationales, ils sont créés par décret ministériel. Par contre, on met en place au niveau local un petit parlement local qu'on appelle le comité consultatif, qui regroupe l'ensemble des acteurs, qui est un lieu de débat, de dialogue sur la gestion. Et puis à côté, à la différence d'un parc national, on crée un établissement public, on désigne, on choisit, c'est l'État qui choisit une structure gestionnaire qui peut être une association, ça peut être un parc naturel régional, un conservatoire d'espaces naturels, une collectivité. Il s'avère qu'à l'époque, l'initiative qui a été prise de dire, vu qu'on a dans un premier temps la création de 7 réserves naturelles nationales en Haute-Savoie, qui est une particularité, on pourra y revenir, il y a cette idée qui était de dire qu'il faut créer une structure pour gérer ces réserves et créer une association qui s'appelait l'APEJ, donc l'Agence pour la protection et l'étude et la gestion de l'environnement, qui a comme mission première de gérer ces réserves naturelles pour le compte de l'État. Est-ce qu'ici en Haute-Savoie, on a plus de réserves naturelles qu'ailleurs, dans d'autres départements, avec la particularité toujours de la plaine et de la montagne? Alors la particularité en Haute-Savoie, c'est qu'on est le département, il y a le plus grand nombre et la plus grande surface de réserves naturelles métropolitaines en Haute-Savoie. 22 000 hectares, si on compare avec le parc national de la Vanoise, son cœur de parc national, qui en fait 55 000, c'est la moitié un peu de la surface d'un cœur de parc national qui a été créé par le biais de l'outil réserve naturelle en Haute-Savoie. Alors d'une part pour préserver des petits écrins encore de nature au niveau des 2 lacs, Annecy-Léman, on a 2 réserves naturelles à bout du lac sur la commune de Doussard, à Talloires pour la réserve de Roc de Cher, avec des caractéristiques qui sont différentes. Dans le cas, on est sur un milieu vraiment humide, qui en même temps a la chance d'avoir encore un petit espace fonctionnel. On n'a pas prévu de... Il s'avère que la ville d'Annecy s'est installée en aval du lac, elle aurait émergé en amont, on aurait peut-être un développement urbain qui serait autre sur cette zone du petit lac d'Annecy. Et d'autre part, on a la réserve naturelle de Roc de Cher, où là on est sur une composante plutôt on a au sommet un écosystème de glaciaire, vu qu'on a une petite tourbière au sommet, mais en même temps, sur les pentes, on est sur des espèces qui sont méditerranéennes, comme l'érable de Montpellier par exemple. Donc voilà, des petits microcosmes comme ça, des petits cœurs de préservation de sites qui sont présents. On a la réserve naturelle du Delta de la Drance qui nous amène au Léman, où là aussi, un ensemble qui en plus est dans un écrin un peu urbain aussi, puisque on a aussi quelques entreprises qui sont proches de ces zones, mais on a encore un petit delta fonctionnel. Notamment les eaux d'Évian, par exemple. Notamment les eaux d'Évian, voilà. Ouais. Et puis, après, on arrive sur l'entité qui est le balcon du Mont-Blanc ou du Mont-Blanc, avec d'un côté la réserve naturelle des Contamines de Montjoie, 5500 hectares, et de l'autre côté un ensemble de 16 000 hectares d'Antenant, avec 5 réserves naturelles qui sont Passy, Sixte-Passy, ou Sixte-Fer à cheval, Carles-Aveyron, Vallon de Bérard et Guy-Rouge. Alors, comme vous faites concrètement sur le terrain, comment faites-vous pour préserver ces espaces naturels? Pour préserver, d'une part là, on est sur une mission, on est opérateur pour le compte de l'État pour la gestion de ces réserves naturelles, parce que c'est bien l'État, l'autorité de la gestion de ces réserves. D'une part, il y a un décret ministériel qui donne des codes, des règles de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, toujours dans une finalité de préserver le pourquoi de l'intérêt du site. On ne va pas interdire, on va dire, la plongée sous-marine, parce qu'il n'y a pas de milieu marin, par exemple. Par contre, il peut y avoir des règles de non-dégradation, de respect, de non-dérangement. Et puis, quelque part, globalement, c'est surtout des règles de bonne conduite et de civilité qui s'imposent aussi sur ces territoires-là comme ailleurs. Est-ce que vous avez du personnel sur le terrain qui sont un peu les gardiens de la nature, les gendarmes? Alors nous, notre activité pour cette mission de gestionnaire de réserve, c'est... un peu plus on va dire presque la moitié de notre activité professionnelle. Donc c'est sur une équipe d'un peu plus de 50 salariés, il y en a, j'ai 25 collaborateurs qui sont vraiment mandatés pour la gestion de ces réserves, donc avec des petites équipes par site, avec une conservatrice, c'est-à-dire que l'équipe sur ces fonctions-là est féminine, avec aussi du coup qui joue ce rôle de relais local sur la gestion, qui a sous son autorité en lien direct des gardes techniciens qui sont donc du coup comme vous avez des gardes moniteurs dans les parcs nationaux, vous avez des gardes techniciens, des gardes de réserve naturelle en Haute-Savoie, et donc pour chaque site il y a une personne présente.
Ces personnes-là ont aussi une autorité de police, parce que du coup, c'est les agents commissionnés de l'État qui, dans ce cadre-là, sont assermentés, sont rattachés au parquet, procureur de la République, et du coup, assurent du coup là aussi un rôle de surveillance, sachant que l'objectif premier, c'est pas de verbaliser, c'est de sensibiliser, de partager les enjeux de connaissances sur ce territoire-là, mais aussi derrière d'être acteur de la gestion. Et puis derrière, on a des animateurs, avec aussi derrière des petits camps de base thématiques de maisons de réserves naturelles. Elles sont multiples. On peut aller à l'espace nature au sommet au Contamine de Montjoie, on peut aller à la maison de la réserve naturelle de Plaine-Joux. On a une présence à la maison du village, aux maisons culturelles à Sixte, à Fer à Cheval. On va avoir une présence à la maison du village à Argentière, en lien aussi avec le col du Montet. Puis derrière, par exemple, sur le delta de la Drance, on a avec le conservatoire du littoral, il y a la maison de la Drance, qui n'est pas que sur le territoire en lien avec la réserve naturelle, mais plus largement sur cet enjeu de sensibilisation sur ce milieu lacustre. Et puis si on va vers le lac d'Annecy, on a d'une part ce beau lieu qui est le manoir de Novelle, qui est un lieu aussi d'information, de sensibilisation et d'exposition au rez-de-chaussée, mais également la présence d'espaces de découverte, soit à travers l'aménagement d'espaces d'accueil pour tous. C'est le cas du bout du lac avec ce sentier sous Caillebotis qui permet l'accessibilité à tous les publics, mais aussi derrière avec une approche vraiment intéressante. Et c'est vrai aussi que dans nos locaux se trouve le siège de l'association Espérance 3 avec cette barque à voile latine qui se veut messagère environnementale et sur lequel on se permet une découverte qui peut être aussi bien pédestre avec l'accompagnement du garde ou de l'animateur sur la réserve et d'une partie de découverte sur la partie lacustre avec cette barque messagère qui en même temps véhicule cette entrée de patrimonialité et d'enjeu de la préservation d'une ressource clé qui est l'eau. On salue au passage toute l'équipe d'Espérance 3, un bateau qui connaît un grand succès sur le lac avec des visites commentées tout l'été qui ont connu un vrai succès. Tout à fait. Et puis, par exemple, dans des actions un peu concrètes, on a aussi une démarche auprès du public scolaire et du public à handicap. Donc c'est aussi une manière de créer l'inclusion et l'adhésion, parce que je pense que c'est un enjeu. On préserve bien ce qu'on connaît bien, et pour que quelque part on est convaincu que les bonnes mesures et les bonnes démarches sont prises, il faut expliquer, il faut partager. Et derrière aussi, il faut agir, parce que on est dans un contexte où quelque part, il n'est plus temps d'attendre, mais de rentrer dans du concret au quotidien. Oui, ça veut dire que vous protégez, vous sensibilisez, vous informez également le grand public. Vous sentez qu'il y a un gros besoin d'information pour sensibiliser les gens ? Il y a un gros besoin, mais c'est en même temps une difficulté, c'est-à-dire qu'on a deux constats. On a un constat que sur... Par exemple, nous, par année, on réalise plus de 1200 événements, grand public, scolaires, conférences et autres, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Il y a plus de 270 animations scolaires par an. Et puis, dans ce cadre-là, on touche plus de 41 000 personnes par un biais ou un autre dans nos sorties. Alors, ces sorties-là, il faut déjà pouvoir les organiser avec des moyens fléchés. On y reviendra peut-être aussi. Et puis, l'autre élément, c'est il est bien d'avoir un contact avec ce grand public, avec aussi le scolaire, mais il est aussi important plutôt aussi d'orienter nos actions vers des gens qui sont encore à sensibiliser, puisqu'on se constate quand même que sur certaines de nos sorties, on a un public déjà initié. Et donc ça, c'est aussi d'aller autrement vers le public sous d'autres formes d'approche, qui peut être des techniques qu'on a mis en place sur différents lieux, ça peut être au bout du lac, ça peut être dans des réserves de montagne ou sur d'autres sites qu'on gère, parce qu'on n'intervient pas que sur les réserves naturelles, et où là, c'est quelque part, par exemple, la technique sur lequel on s'est inspiré de nos collègues québécois qui s'appelle le maraudage, c'est-à-dire on a une personne qui est présente à un endroit, qui peut avoir juste une longue vue ou un élément d'information pour interpeller, et là du coup on touche d'autres personnes encore, au-delà de ces 41 000 personnes qu'on touche à travers des actions plutôt organisées. Parce que ça permet du coup d'interpeller à travers une observation, d'engager un dialogue et peut-être aussi du coup de mieux percevoir où sont les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, dans information, il y a formation aussi. Peut-être que vous éduquez les gens à avoir une bonne conduite dans la nature. On essaie, maintenant on sait que tout ça c'est comme dans l'éducation des enfants, je crois que dans l'enseignement on parle de pédagogie clarifiante et qu'il faut répéter les choses, je pense qu'on est un peu dans ce registre-là aussi. Voilà. Est-ce que vous sentez que le public s'intéresse un peu plus qu'avant à la nature et comment la protéger ? Je pense qu'il y avait déjà
une sensibilité à ce sujet. Maintenant, on voit que c'est un sujet dont on parle beaucoup plus et qui est beaucoup plus médiatisé aussi. Tant mieux. Là, tout récemment, une stratégie nationale de la biodiversité à échéance 2030 a été, définie au niveau national, mais elle s'inscrit sur cette orientation et ces enjeux qui étaient déjà donnés en 92 lors de la conférence de Rio, qui était de stopper cette perte de biodiversité, cette perte du vivant, pour être plus concret, et sur lequel la question c'est comment on arrive collectivement à vivre en harmonie avec la nature. Je pense que c'est cet élément-là qui est clé à tout niveau, qu'on soit chez soi, qu'on soit en Haute-Savoie, ou qu'on soit sur un autre territoire national ou international, comment on trouve ce lien et comment on le garde. Et on a des constats, les constats ne sont pas bons. 6e extinction de masse qui est évoquée par la communauté scientifique, un contexte climatique qui est plutôt il continue à faire chaud, je crois. Quelquefois aussi, il continue à pleuvoir beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur certaines périodes. Il y a beaucoup d'eau maintenant, et il y en a beaucoup l'automne et l'hiver, et pas l'été. On a globalement les mêmes quantités, oui. Par contre, ils sont répartis différemment. Il y a une évolution. Il y a une évolution, et l'impact, le marquage de la saisonnalité n'est plus la même. On disait l'autre jour avec un ami que quelque part on découvrait peut-être en Haute-Savoie la mousson qui démarrait, qui cette année a démarré en octobre et qui s'est presque poursuivie jusqu'au début décembre avec des pluies conséquentes, avec aussi tout ce que ça induit en impact, en pression, notamment des crues. Est-ce que le changement s'accélère là depuis 2-3 ans où il fait très chaud l'été, où on manque d'eau, on parle de sécheresse? Et on manque d'eau, et l'hiver, il y a beaucoup plus d'eau qu'auparavant. Il y a un dérèglement qui est plus significatif, plus prononcé. On a une accentuation. Maintenant, il restera à voir un peu la manière dont cette fréquence se renouvelle, parce que il y a aussi de l'observation à avoir. Maintenant, les tendances sont données. Ça fait 3 ans qu'on voit que ça chauffe plus l'été, qu'on a moins d'eau. Et on l'a vu avec rien que la variabilité du niveau d'eau du lac d'Annecy, avec à un moment donné un lac très bas, un marnage qui quelque part s'est imposé à nous, et de l'autre côté, encore peu, une piste cyclable de la voie verte qui était sous eau à certains endroits. Et le lac du Bourget qui déborde. Et le lac du Bourget qui déborde. Donc on a des phénomènes qui sont amplifiés. Et dans cette amplification, c'est aussi notre adaptabilité à voir comment on trouve nos repères dans ce cadre-là. Parce que quand il fait plus chaud, il nous faut des pluies de fraîcheur, des lieux de ressourcement. Et derrière, nos espaces naturels, et notamment, je prends l'exemple là des 2 réserves naturelles Roc de Cher au bout du lac, ils jouent ce rôle de pluie de fraîcheur par rapport à des endroits où on a besoin d'avoir un endroit d'ombre, un endroit aussi de ressourcement. Et on revient derrière sur des questions de santé. Parce qu'on est dans cette dimension de le lien entre environnement, santé humaine, santé animale et végétale est une réalité. Le monde du vivant. Et le monde du vivant, et derrière, il n'y a qu'une santé. C'est la même. Et quelque part, elle est interagie et elle est liée à ce volet-là. Et on oublie souvent que la biodiversité, c'est la base de tous les besoins essentiels de l'être humain. C'est respirer, c'est boire, c'est manger, c'est soigner, se chauffer, aussi être inspiré, apprendre, et puis que derrière ça rend des services et ça les rend gratuitement. Donc plus on altère, plus quelque part ces services, il faudra trouver manière de les avoir, peut-être quelquefois pour certains la réponse elle est dans l'orientation technologique, et sûrement il y a des choses là-dedans qui peuvent nous être utiles, mais je pense que ça peut pas être l'unique solution. C'est que derrière la première solution, c'est quelque part peut-être les solutions fondées sur la nature, qui sont dans leur mécanisme gratuit, et 2, elles rendent la durabilité et la fonctionnalité des choses. Parlez-nous justement de la résilience des écosystèmes, concrètement. La résilience, le constat qu'on a, c'est l'impact climatique est moindre sur un écosystème qui est fonctionnel, dans lequel on a une surface suffisante et où quelque part il y a ce qu'on appelle la résilience qui peut fonctionner, c'est-à-dire que l'impact de ce changement est atténué. Parce que l'environnement est riche, c'est ça? Parce que l'environnement est riche et parce qu'on est à une échelle de fonctionnalité où quelque part ça fait tampon. Et c'est des mécanismes qui préexistaient, quelque part on les a déréglés. Et le concept maintenant de l'anthropocène où l'homme intervient comme acteur direct de ces changements à tout niveau. Et les constats nationaux le montrent, il y a 5 grandes pressions qui ont une importance majeure sur le premier, c'est le changement d'usage.
Donc là, c'est l'urbanisation, pour prendre un exemple concret chez nous, département de la Haute-Savoie, où on est en territoire de montagne, donc à un moment donné, la construction en pente, ça a ses limites. Donc il y a une pression forte sur la plaine. On sait qu'on a une urbanisation qui est là importante. Si on se limite à la surface de la plaine, on est sur 20%, 20% de surface urbanisée. Donc il y a à contraindre, ça revient derrière sur toutes les orientations qui sont données d'un point de vue gouvernemental et d'action locale à travers les documents d'urbanisme, sur lesquels on joue notre rôle d'appui et de conseil sur la prise en compte d'éléments environnementaux. Donc ça, c'est une activité, par exemple. Est-ce que vous jouez un rôle dans le fait que les permis de construire soient de moins en moins délivrés, puisqu'on a un gros problème de logement quand même, de savoir? Nous, on n'est pas là pour faire les choix urbanistiques, on apporte les éléments de connaissance, et là on revient sur la notion de connaissance et d'observatoire. Et je pense que ça, c'est un élément clé pour prendre une bonne décision. Il faut derrière être éclairé avec des faits réels, factuels, qui ne sont pas soumis à controverse. Et c'est là qu'on intervient, nous, notre rôle d'expertise. Et on apporte là des éléments environnementaux qu'on porte à connaissance, dans lequel, après, c'est bien la collectivité locale qui les prend en considération dans leurs documents d'urbanisme, et après la phase de validation qui est portée par les services de l'État. On n'est pas un arbitre. Par contre, on a un rôle d'apport de connaissances et on est un référent, on souhaite être du moins un référent territorial sur ces questions-là. Comment on fait pour résoudre le problème de la Haute-Savoie, cette forte demande de logement et cette pénurie de logement en même temps? L'enjeu, c'est quelque part d'être dans l'optimisation des surfaces disponibles, et c'est aussi derrière une évolution à accompagner, et on a tous aussi nos propres habitudes culturelles et d'usage de son chez-soi, donc du coup c'est tout un accompagnement dans la durée. Je pense que les changements brutaux ne marchent pas. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'on a moins d'espace et il faut voir comment le cohabiter différemment. Il faut aussi avoir des logements qui quelque part coûtent moins d'un point de vue énergétique, ils auront un effet bénéfique sur l'impact carbone, l'empreinte carbone et sur l'impact changement climatique. La question, c'est plus on attend de faire et plus on se met des contraintes à le faire, plus quelque part on sera dans la brutalité de se l'appliquer. Mais ça, c'est classique, c'est dans tout domaine. C'est quand on est face au mur, c'est pas pareil que si on a quelque part le temps de freiner, de l'anticiper. Oui. Peut-être qu'il faudrait mieux aménager les espaces existants pour la construction, par exemple, ou la loi ZAN qui prendrait tout son sens? On a des préconisations à avoir dans ce cadre-là, ils existent, et puis derrière la stratégie nationale d'air protégé, on a également cette stratégie d'air protégé, d'avoir, alors une ambition nationale, c'est 30% d'espaces protégés sous différentes formes, ça peut être du foncier, du contractuel, du réglementaire, mais c'est aussi restaurer 30% des habitats dégradés. Et là aussi, en Haute-Savoie, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'on a une ambition qui a été donnée à une conférence qui est la COP15, la biodiversité, en décembre 2025, qui est de protéger et restaurer la nature à échéance 2030. Donc c'est cet accord de Kunming-Montréal. Maintenant, comment on le transpose et surtout comment derrière, on accepte d'en être acteur. Parce que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, on peut tous se dire, il n'y a qu'à, faut que... du coup, c'est comment on l'accompagne. Et c'est là qu'on peut jouer, nous, notre rôle d'aiguillon, d'expert, d'accompagnement au quotidien pour justement accompagner une démarche qui accentue la sobriété dans l'usage des ressources et des espaces. C'est quelque part ça, les fondamentaux qui sont là derrière. Et est-ce qu'on est prêt à s'inscrire là-dedans? Et ça, c'est un choix individuel, mais c'est aussi un choix sociétal. Est-ce que ça veut dire aussi que les gens doivent s'impliquer maintenant, changer de comportement? On le doit et on le fait aussi déjà. Il y a des attentes, mais aussi pour les faire, il faut que les infrastructures soient en place. Alors, non, notre champ d'activité, ça me paraît important de le redire, on est sur le champ de la gestion, de la préservation des espaces naturels et du vivant. On n'est pas un acteur de l'aménagement du territoire ni de l'urbanisme. Il y a d'autres structures qui sont compétentes là-dedans sur les questions de construction et d'urbanisation. Je pense que le CAIE de Haute-Savoie aura plus d'éléments à évoquer sur le sujet que nous. Par contre, on voit bien aussi qu'il n'y a pas l'exceptionnel, il n'y a plus cette nature extraordinaire et cette nature ordinaire. On a une nature, on a un vivant, et dans ce vivant, le vivant, il s'inscrit aussi dans la nature en ville, il s'inscrit aussi dans un quotidien, et c'est aussi un changement d'évolution de nos pratiques et de nos métiers dans ce cadre-là.
Alors qu'on avait une attention qui était peut-être plus portée dans notre activité au départ sur les protections fortes, notamment les réserves naturelles de Haute-Savoie. L'objectif maintenant, c'est d'être aussi présent, et on l'est, sur des questions d'accompagnement des collectivités, sur la prise en compte de la biodiversité dans leur action au quotidien, dans lequel on peut souligner aussi tout le relais que porte la politique départementale liée aux espaces naturels, hein, où il y a des politiques qui sont là structurantes et mises en place. Nous, on en est un petit acteur, hein, on n'est pas délégataire d'une mission publique, il y a des acteurs publics, et en premier lieu là-dedans, on va retrouver l'État, la région, le département, les collectivités locales qui ont leur rôle à jouer, mais aussi les entreprises qui sont de plus en plus aussi des acteurs qui se mobilisent, soit à travers la rapproche même de choix environnemental dans leur démarche de RSE. Hein, donc, politique RSE, oui. Politique RSE, mais aussi derrière, dans une volonté de se dire, pour être dans un élément de reconnaissance de leur activité entrepreneuriale, dans aussi le côté bien-être de leurs collaborateurs, il y a un cadre de vie à préserver. Dans ce cadre de vie, ils s'inscrivent aussi dans des valeurs qu'ils veulent partager. Et c'est là qu'on peut jouer, nous, le rôle relais sur un point précis qui est la biodiversité. On ne va pas nous parler de déchets, on ne va pas parler de transport, on ne va pas parler d'enjeux énergétiques, de bâtiments. Ce n'est pas notre cœur de métier. Notre entrée, c'est la biodiversité et comment on la préserve et comment on l'accompagne et comment on la partage. Ça veut dire que les entreprises peuvent vous consulter? On a des liens sur des projets, des initiatives assez intéressantes. Une qui peut être parlante, parce que on a un historique avec une entreprise nationale, voire internationale, qui est Clarins, une entreprise de cosmétiques, qui depuis le début, du moins depuis une vingtaine d'années maintenant, voire bientôt 25 ans, est à nos côtés, pour nous soutenir dans le cadre d'une démarche de mécénat sur des actions de sauvegarde d'une espèce qui est le gypaète barbu, donc sur lequel on a un rôle clé au niveau départemental, mais aussi au niveau alpin, parce que 30% de notre activité se situe au-delà du département de la Haute-Savoie, sur des actions qui sont à l'échelle des Alpes, sur différentes entrées. On ne va pas pouvoir tout développer, mais par contre, l'autre volet qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils étaient aussi dans une volonté qu'il y ait une action sur la ressource en eau et la préservation de symbole qu'est l'eau, d'où une action de soutien sur des actions de gestion des réserves naturelles lacustres, notamment de la réserve naturelle du bout du lac. Et donc, on est un peu dans cette entrée de message pour eux qui est la beauté responsable. Et il y a quelques années de cela, ils nous ont dit, on aimerait bien, pourquoi pas, trouver un lieu pour faire de la production de nos plantes alpines, plutôt en France que dans un pays voisin. Ouais. Et du coup, on a eu une démarche de recherche de foncier avec eux, en y impliquant la SAFER. Et du coup, ils ont implanté leur lieu de production de plantes des Alpes à Serraval. Donc pas loin, à Tonnes, dans la Tonnes, et sur lequel ils ont acheté un bien, et dans ce bien, il y a une partie qui est dédiée à la production, et avec eux, on est allé à mettre en place, la première fois, en lien avec une entreprise, un outil qui s'appelle l'obligation réelle environnementale, qui permet de mettre des clauses environnementales pour une gestion durable de cet espace et de ce site, même si demain, le bien, il est transféré à un autre propriétaire. Et puis, on est allé jusqu'à se dire, mais il y a un enjeu de connaissance. Alors, connaissance pas sur la production des plantes, où là ils ont leur savoir-faire et leur service d'ingénierie, mais les scientifiques, c'est plutôt de se dire, à côté il y a d'autres espaces qui sont intéressants. Il y a par exemple la présence au niveau botanique d'une plante qui est le sapot de Vénus et autres, mais de se dire comment on peut avoir un lieu de petits sites ateliers d'enjeux, c'est aussi ce volet de sentinelle, un peu de recherche, et on a notamment convergé sur le fait qu'il y avait un enjeu sur mieux connaître quelle était l'écologie d'une plante qui sont les ronces. Oui. Et eux, ils disent, nous, on est intéressés d'en connaître les vertus cosmétiques. Et de l'autre côté, nous, on est intéressés de voir comment, pour ces espèces, ou cette espèce, on va dire, l'impact climatique joue et l'espèce évolue. Et on a convenu ensemble de porter et de trouver les moyens d'une bourse de thèse pour voir les connaissances et les enjeux qui sont là derrière. Donc, c'est un exemple concret qui, derrière, sont d'un côté au bénéfice d'un acteur entreprise, et de l'autre côté, un élément d'enseignement et d'adaptation et de connaissance pour nous sur demain, qu'est-ce qu'il faut en retirer comme enseignement, parce qu'on n'est plus dans un système statique. Les changements globaux qu'on connaît là font qu'on va avoir des changements de milieu. On nous le dit souvent, demain on aura le climat de Valence vers chez nous. La température remonte. La température remonte, les milieux du coup aussi vont bouger, les espèces vont bouger, et là on vient sur la notion d'un écosystème fonctionnel pour s'adapter à ce changement, et là on vient sur la notion de résilience.
Alors justement, vous avez des scientifiques autour de vous. Comment est composé le comité scientifique? Quelles sont leurs spécialités? Alors, nous, dans la maison, on a une organisation où, on l'a déjà évoqué, on a un service réserve naturelle, on va dire... Sur le terrain. Sur le terrain, mais aussi du coup avec des appuis, avec aussi une organisation ici. À côté, un appui aux collectivités sur différents volets, zones humides, fonciers et autres. Et puis un bloc qui est dédié à l'expertise scientifique et technique, dans lequel on a 3 volets. On a un volet plus lié aux enjeux d'espèces faunistiques. Et c'est là-dedans qu'on retrouve l'action en faveur du GPET et la gestion du centre d'élevage et un programme à l'échelle des Alpes. Mais on a aussi là des programmes qui peuvent être liés à des liens sur conciliation de pratiques et des rangements par rapport à des espèces emblématiques de la montagne, qui sont appelées les espèces blanches comme le lièvre variable ou le lagopède, pour voir un peu les impacts. Mais on peut aussi avoir derrière un suivi d'enjeux de connaissance de la dynamique des populations, y compris sur le volet sanitaire, par rapport, par exemple, aux bouquetins. Là, je parle plutôt des bouquetins présents dans les réserves naturelles, même si ailleurs, il y a un enjeu de présence et de surveillance qu'on assure et d'accompagnement dans le cadre du contexte du Bargy. Donc, voilà. L'autre volet, c'est le volet flore et habitat, et dans lequel on retrouve le volet expertise sur ce volet-là, en lien notamment avec le Conservatoire botanique national alpin. Et on a un volet de prise en compte de changements globaux, de lien avec ce rôle des réserves naturelles qui sont aussi des sites ateliers. Parce que il est vrai que pour protéger la nature, il faut la connaître, la comprendre et l'anticiper. Et c'est sur ces bases-là que de nombreuses recherches sont menées en lien étroit avec des laboratoires et d'universités, par exemple. Donc, et pour ce faire, à l'échelle des 9 réserves naturelles, parce qu'on est le gestionnaire unique pour le compte de l'État de ces 9 réserves naturelles, il y a également la mise en place d'un conseil scientifique des réserves naturelles, 30 de membres. Sur ces 30 membres, une bonne vingtaine de labos de recherche, d'unités de recherche qui sont associées. Le principe, c'est de dire, on est vraiment dans le registre académique, que ce soit des personnes ou des scientifiques qui sont en activité et qui traitent de thématiques à enjeu liées aux Alpes. Alors ça peut être des acteurs, des entités de recherche sur les Alpes françaises, mais ça peut aussi être des collaborations qu'on peut avoir avec notamment des entités suisses, je pense à l'Université de Lausanne ou de Genève, sur lesquelles il y a des collaborations qui se font. Justement, j'allais dire comment vous travaillez avec nos voisins suisses et italiens, avec la vallée d'Ols. Alors là, du coup, d'une part, par exemple, au Conseil scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, il y a un lien avec le parc du Montavic, vu que le directeur du parc siège au conseil scientifique pour donner cet élément d'ouverture. On a également des passerelles avec une présence de compétences avec nos collègues suisses. Là aussi, ces réserves naturelles nationales sont dans un réseau d'espaces protégés alpins. Et c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on est un acteur de réseau. Et on fait partie du réseau des espaces protégés alpins qui s'appelle Alparc, qui nous met dans ce réseau des espaces qui sont protégés en parc ou en réserve naturelle d'Autriche à Monaco. Et on a du coup une plateforme de collaboration. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on est relais et en lien avec la Convention alpine sur des enjeux liés au patrimoine naturel, avec des réflexions de se dire c'est quoi les enjeux demain de la protection de ces espaces. Et on retrouve derrière du coup tous les montages de projets européens de collaboration, soit à l'échelle franco-italienne, soit à l'échelle franco-suisse, soit à l'échelle alpine plus large, avec derrière des fonds européens qui sont mobilisables. Et on voit bien aussi là l'enjeu et le relais que peut jouer l'Europe dans ce cadre-là. Alors parmi vos scientifiques, vous avez Jean-Baptiste Bosson, grand spécialiste des glaciers, qui est vraiment quelqu'un qui est expert en la matière, je dirais. D'une part, on a eu ce souhait d'avoir un lien entre les enjeux de gestion d'espaces naturels et ce lien académique monde de la recherche. Et donc, il est vrai que cette thématique des glaciers est un sujet important, parce que c'est l'écosystème qui est en premier lieu impacté par le changement climatique. Plus de 4 degrés au Mont Blanc entre 1950 et 2000, ça donne un effet de tendance. Donc, ça chauffe, comme on dit, et ça fond. C'est aussi derrière un intérêt pour nous de savoir comment cette masse d'eau évolue et quels sont les écosystèmes qu'on peut découvrir avec le retrait de ces glaciers, de ces nouveaux écosystèmes post-glaciaires qui peuvent se créer. Et c'était une première problématique au niveau de la réserve naturelle des Contamines Montjoie, vu que le glacier de Trait-la-Tête fait l'objet d'un suivi avec Jean-Baptiste Cerc, mais aussi Luc Moreau, moi glaciologue dans la démarche, pour connaître l'évolution de ce glacier, de son bilan de masse. Un intérêt partagé avec un partenariat qu'on a aussi là de longue date, en lien avec un acteur de l'énergie qui est EDF, qui dit en gros, moi je suis intéressé de savoir comment ça évolue, parce que
Pour moi, Il y a des enjeux. c'est mon château d'eau du barrage de la Girotte, parce qu'on a cette originalité d'avoir une conduite souterraine qui va des Contamines, du glacier de Trait-la-Tête, jusqu'au barrage de la Girotte. Et du coup, le barrage de la Girotte, il est alimenté par le glacier de Trait-la-Tête, pour prendre cet exemple-là. Donc, du coup, il est intéressant de voir comment les choses évoluent, parce que ça va jouer sur deux facteurs. S'il n'y a plus de glacier, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de production hydroélectrique. Et au barrage de la Girotte, schématise, c'est pas aussi simple, parce qu'il y a quand même des ressources d'eau qui arrivent du bassin versant de ce secteur-là, mais on retrouve les liens. Et donc c'est de là qu'on s'est dit, ayons un programme qui étudie comment ces glaciers évoluent dans leur tendance générale, plus largement à l'échelle des Alpes. Le projet au début s'appelait le projet Glagla, qui est devenu le projet Ice and Life, sur lequel on a un ambassadeur clé et un expert qui est Jean-Baptiste Bosson. Donc cette démarche, on l'a portée volontairement, et l'enjeu, c'est maintenant aussi de voir comment on reste un acteur référent par rapport à cet enjeu. Est-ce que vous avez des priorités dans la préservation des espaces naturels comme ça, des zones humides ou des lacs ou la montagne? La priorité, alors on voit déjà sur c'est quoi le constat de cette biodiversité un peu emblématique en Haute-Savoie. Donc il est vrai que les lacs, les cours d'eau et les zones humides jouent un rôle clé. Il est vrai qu'on a aussi une attention particulière, parce que on revenait derrière sur le volet connaissance, parce que ça me permet de situer les enjeux. La connaissance de la nature, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que c'est le pilier essentiel d'une action efficace en faveur de la préservation de la biodiversité, puisque si on n'a pas ce maillon-là, on ne sait pas de quoi on parle. Et l'autre élément, là-dedans, il y a des étapes. Et une première étape, c'est qu'il faut acquérir des données. Il faut se donner les moyens de pouvoir réaliser un inventaire d'espèces, de milieux divers. Et là-dedans, notamment, on a un état des lieux qu'on réalise maintenant depuis pas mal d'années sur les milieux humides, les zones humides. Donc, alors c'est des surfaces qui sont de quelques pourcents en Haute-Savoie, mais ils sont un milieu clé. C'est par exemple cet écosystème, il est tout aussi riche que la forêt tropicale en diversité et en nombre d'espèces, par exemple. On l'oublie quelquefois. Et puis c'est des écrêteurs de crues. C'est aussi derrière des puits de carbone, en dehors d'être un lieu remarquable au niveau de la biodiversité. Donc en Haute-Savoie, nous on a tout un inventaire là-dessus. On a un peu plus de 6700 hectares de zones humides qui ont été inventoriées. Sur le Gard, on garde une veille. Et on a là un rôle aussi d'appui de conseil aux collectivités, en lien aussi du coup avec les structures qu'on appelle GEMAPIEN, qui ont cette compétence de gestion des milieux aquatiques et des risques. Un exemple concret, c'est le SM3A ou le SILA, sur lequel on a des collaborations dans ce cadre-là. Donc là, l'enjeu, c'est de préserver ces milieux-là et d'y porter une attention forte, parce qu'elles ont un rôle clé de demain aussi sur ces enjeux de gestion de la ressource en eau et de ce côté aussi de captation de carbone et d'écréteurs ou d'enjeux d'écrétage de crues, par exemple. L'eau joue un rôle primordial dans la biodiversité. L'eau est omniprésente. Alors déjà, elle est omniprésente chez nous, en tant qu'humains. Vous enlevez l'eau, on est tout sec, je crois. 70%, je crois, c'est ça. Tout à fait. Donc déjà, il y a cet élément-là. Puis de l'autre côté, nous, on le voit bien dans notre symbole, dans notre logo, on a une espèce emblématique pour laquelle on a eu toute une action de son retour, c'est le gypaète barbu. Oui. Donc que vous avez réintroduit. Qu'on a réintroduit, ce vautour de casseur d'os, donc c'est le dernier maillon de l'équarrissage. Donc cette espèce, on a une belle réussite de retour, on n'est plus à parler de renforcement de population sur les Alpes, on est plutôt maintenant à accompagner les démarches. Et ça, pour moi, c'est une belle symbolique de réussite, parce que tous les acteurs se sont appropriés le symbole de l'espèce et veulent en être acteurs, ils en sont fiers. Ce n'est pas toujours le cas de toutes les espèces. Et c'est une action qui se situe à l'échelle notamment des Alpes et plus largement pour que cette espèce trouve tout son retour et son sens. Et nous, actuellement, on se retrouve sur des actions d'équipement de lignes pour des problématiques de collision. Donc là, on vient sur le partenariat avec les acteurs du transport de l'énergie électrique, RTE, Enedis. Oui, vous voulez dire que les rapaces ou les grands oiseaux ne voient pas forcément les câbles de téléphérique. On travaille avec eux pour dire où sont les tronçons à enjeux. On n'est pas tout seul. C'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Il y a d'autres acteurs qui peuvent être des gestionnaires d'autres espaces, comme le parc naturel régional du massif des Bauges, qui est aussi impliqué sur son territoire, sur ces volets-là. Et là, on identifie des tronçons sur lesquels il y a des équipements et
on a tout un travail collaboratif qui s'est fait pour trouver les bons équipements dans ce domaine-là, dans lequel on travaille aussi avec le monde synégétique, avec la Fédération des chasseurs, ou avec des structures qui jouent un rôle d'observatoire sur des questions de galliformes, qui est l'observatoire des galliformes de montagne. Donc on voit que c'est jamais seul, ça aussi c'est important, et qu'on n'est pas cloisonné. C'est pas nous avec que des spécialistes, c'est un travail collaboratif ensemble avec des collectivités, avec des professionnels de la montagne, mais aussi derrière avec des acteurs économiques ou institutionnels. Donc, c'est ça qui fait la force. Avec du coup, pour aller plus loin, donc l'autre symbolique qui est la montagne avec le glacier et le Mont Blanc, mais de l'autre côté, vous allez en Haute-Savoie, et c'est une chance qu'on a, on est acteur de ce cadre exceptionnel qui sont les deux grands lacs Annecy-Léman, et dans lequel on a un lieu emblématique qui est le Mont Blanc. Alors, avec ses forces, sa beauté, son côté aussi de territoire économique, puisque on n'est pas hors sol, dans lequel aussi on a la chance d'avoir une agriculture qui est plutôt une agriculture basée sur l'herbage, sur l'herbe, ce qui n'est pas neutre, mais dans lequel aussi il y a une question de durabilité dans l'ensemble de ces démarches-là qui sont posées. Et quelque part, l'enjeu, il n'est pas à l'espèce, il est dans son concept global, de dire comment là-dedans on agit. Alors on agit, nous, prioritairement sur les milieux humides, on agit sur les milieux secs, ces pelouses sèches qui sont un peu dans cette interface de l'écrin sur lequel il y a une pression urbaine de plus en plus forte, parce que c'est les secteurs encore à coloniser, mais qui sont aussi assez exceptionnels au niveau de la richesse, notamment floristique, et de certaines espèces d'insectes ou autres qu'on peut trouver, et qui font tampon. Et la notion derrière, c'est cette notion de connectivité. Il faut qu'on sorte de ces aspects de fragmentation des milieux pour les connecter. Et on peut avoir un très bel espace protégé à protection forte à un endroit, s'il n'est pas connecté et fonctionnel, reconnecté à d'autres milieux où les espèces peuvent se déplacer, où les tendances demain et les changements de progression et d'évolution des milieux vont se faire, ils se feront parce qu'on a un tissu de milieux et d'espèces qui restent connectées et fonctionnelles entre elles. Et ça, c'est un enjeu. Comment réagissent les collectivités, les mairies, les communautés de communes par rapport à ces enjeux de territoire, justement, ici en Haute-Savoie? Il y a une compréhension de son quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance à avoir, à dire, on ne vient pas juste pour dire, écoutez, y allez sachant, puis à vous. Ça ne marche pas. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. Il faut que nous, on ait une expertise qui a sa véracité et sa pertinence. Et c'est là, on y travaille. On espère qu'on restera accompagné avec des moyens publics pour pouvoir le faire. Et de l'autre côté, il y a ce côté enjeu de comment on est à l'écoute de la compréhension de ce qu'on apporte. Et de là, après, il y a convergence. Alors, il y a aussi des choses qui renvoient à des questions d'usage et d'observation. Et on n'est pas forcément tous les jours présent sur tous les sites localement, sur tous les territoires. Et donc, localement, il y a une expression. Il y a aussi une expression de tendance et de choix. On est passé à une phase où cette notion de préservation des terres agricoles, restreindre l'urbanisation, c'est des choses qui sont intégrées. Est-ce que c'est une restriction stricte? C'est difficile, surtout quand on est un territoire en croissance, en nombre de population, en besoin de lieux d'habitation. Donc c'est de trouver l'équilibre, le juste équilibre, et je pense que avec notre prisme, ou le prisme qui peut être le mien, sur une approche plutôt environnementale et de la conservation, quelquefois on aurait des attentes qui pourraient être un peu plus importantes. Et il y a cet élément de lieu, de débat et d'échange dans lequel on essaye d'être présent dans différentes instances, notamment la présence à la commission départementale des cités et des paysages, la commission départementale sur la gestion de la préservation des terres agricoles et forestiers, la CDPNAF, sur lequel on apporte notre rôle d'expert. On n'est pas décideur, on est un parmi d'autres, mais dans l'optique d'éclairer. Et il y a aussi l'enjeu que l'éclairage, on puisse le faire le plus en amont possible, et que les données qu'on fournisse et qu'on puisse partager, on puisse les réactualiser, les gérer. Et là, on revient sur la partie expertise qui permet derrière d'accompagner le volet partage et compréhension, et derrière l'accompagnement et derrière l'action. Alors dans l'action, quelles seront les grandes dates de vos actions en 2024 ? En 2024, on a quelques dates d'anniversaire. Il y a la réserve naturelle du Bout du Lac qui va fêter ses 50 ans. Donc ça, c'est quand même 50 ans, c'est l'âge où
Je crois on est mûr. Donc ça permet de voir que une action de gestion d'espace naturel ou de préservation, elle a ses prémices qui quelquefois sont quelquefois tumultueuses, mais qu'on voit qu'à un moment donné, il peut y avoir adhésion, voire même volonté d'en être acteur fortement. On disait un peu comment on peut en être acteur. La réserve naturelle du Bout du Lac, c'est un exemple concret. Une association d'amis qui sont des habitants du territoire, qui quelque part s'impliquent bénévolement pour accompagner la gestion de la réserve naturelle. Ça, c'est une action concrète. L'autre action, c'est sur cette commune-là, vu qu'on n'est pas loin, la réserve n'est pas loin de l'endroit où se trouve l'école communale, l'école primaire, on a fait une démarche d'en faire avec une classe une aire terrestre éducative. Donc c'est cet endroit où l'école se dit, nous enfants, on va être des observateurs de la nature et on va aussi être un peu les sentinelles, les acteurs de la compréhension de qu'est-ce qui se passe localement. Déjà dans sa proximité avec la création d'une petite mare dans l'école, c'est tout simple, mais bon, ça crée l'observation. Et parce que faisons en sorte de ne plus être déconnectés. On a tous les outils actuels, technologiques possibles, et nous-mêmes, et moi-même je l'utilise, je parle notamment de mon portable, où quelque part très vite on a une info immédiate, et on a un besoin de se ressourcer, de se poser, et de se dire, cet endroit-là, du coup, c'est un endroit de ressourcement, d'émerveillement, mais c'est aussi un endroit où on se dit, là, si on le préserve, c'est quoi les effets bénéfiques ? On n'aurait pas cet endroit du secteur de la réserve du Bout du Lac, on n'aurait pas une roselière qui joue un rôle d'épuration, de qualité de l'eau. C'est pour ça que le syndicat du lac d'Annecy a toute une action de préservation de ces milieux, même s'ils sont encore sont devenus un peu partie un peu plus congrus que ce qu'ils étaient à un moment donné. C'est aussi un endroit où du coup on va retrouver des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs, qui ont un enjeu de patrimonialité. Alors, sans parler du castor, mais ça peut être aussi la présence d'oiseaux hivernants ou autres sur ce secteur-là, parce qu'ils trouvent leur zone de refuge. Mais tout est lié en fait. Donc tout est lié, et c'est là que je trouve qu'on a, au bout de 50 ans, une appropriation, et avec aussi quelquefois encore des sujets qui ne sont pas simples. Cet endroit est zone de refuge de la faune. On a des sangliers, des cerfs, des chevreuils, ils se déplacent. Et puis on a des problématiques qui sont posées de collision, et de savoir aussi comment on prend en compte, d'où le fait d'avoir un dispositif d'alerte qui a été mis en place, notamment grâce à la Fédération départementale des chasseurs et les conseils départementaux de la Haute-Savoie qui ont poussé pour voir un peu comment des équipements peuvent se mettre en place concrètement là-dessus. Maintenant après, on revient des questions de civilité. C'est-à-dire que quand le voyant s'allume et qu'on dit qu'il y a un risque, pourquoi on accélère ? Parce que là du coup il y a un risque de collision réelle. Bien sûr. Et là on revient sur... est-ce que j'ai bien pris en compte que là, il y avait une prudence à avoir, un respect, et ça, on peut le transposer à d'autres situations. Bien sûr. D'autres rendez-vous sur 2024 ? Sur 2024, pour nous, c'est l'année aussi où on va surtout poursuivre pas mal d'actions, des rendez-vous annuels pour... début février, c'est la période où on met un accent sur les milieux humides, parce qu'on trouve derrière la date anniversaire de la Convention Ramsar, sur cette préservation des grands ensembles de zones humides fonctionnelles. On va voir la fête de la nature, où on aura à nouveau un événement. L'objectif aussi, c'est un programme de rencontres et de conférences qu'on souhaite mensuelles dans ce lieu magique qui est le manoir de Novelle. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre en avant tout ce programme d'animation, surtout tourné sur la période estivale, puisque c'est là qu'on est un peu plus, où les sorties sont un peu plus nombreuses. Donc je dirais on n'est pas sur un fait marquant, on est plutôt sur de la continuité, avec quand même des temps de rencontres et d'événements conséquents. Voilà, donc, parce que je l'évoquais tout à l'heure, 1200 animations par an, c'est quand même pas neutre. Donc déjà, si on arrive à garder l'ambition et la voilure de ce côté-là, c'est une vraie réussite. Et puis, rester reconnu et accepté dans ce beau territoire, c'est aussi un beau défi.
Alors justement, j'ouvre juste une parenthèse, l'été ou l'hiver, comme la Haute-Savoie attire beaucoup de touristes, est-ce que c'est compliqué pour vous de faire respecter un peu la réglementation, on va dire, pour protéger ces espaces naturels en montagne ou en plaine? L'élément qui change, c'est qu'avant, on avait un effet de saisonnalité. On avait en gros un pic d'activité pour les réserves naturelles de montagne pendant 6 mois. Après, on va dire qu'après, il y avait une période un peu de calme. L'enjeu nature, l'enjeu d'être dans un espace de liberté, c'est généralisé. Et donc, du coup, l'activité, c'est toute l'année. L'enjeu pour nous, du coup, c'est de dire, il y a des endroits où, quelque part, faut que, quelque part, on ne dérange pas, on n'intervient pas, parce que la faune hivernale est plus sensible au dérangement, du moins pour certaines espèces, l'hiver, qu'en été. Et là, du coup, on met en place des zones de tranquillité qui sont matérialisées aussi. C'est le cas, par exemple, là, ces jours-ci, sur la réserve naturelle des Contamines de Montjoie, mais pas que, hein, il y a d'autres sites comme ça. Et l'enjeu, du coup, après, derrière, c'est accentuer la présence et la surveillance. Et oui. Et puis, le paramètre qui se rajoute, mais qui n'est pas lié qu'aux réserves naturelles d'Haute-Savoie, c'est le paramètre risque. Parce que par cet aléa climatique, le risque d'avalanche est plus important que ce qu'on a connu, avec des épisodes plus réguliers. Et ça envoie aussi sur nous des questions de changement de pratique et de sécurité de la pratique du personnel. C'est accompagnement, formation plus conséquent, été-hiver, par rapport au fait que on est dans de la haute montagne, on est dans la montagne, donc il y a des règles à respecter. Et le premier élément, c'est sa sécurité à soi. Derrière, il y a l'information des autres. Et aussi d'être derrière dans une démarche de se dire comment sensibiliser pour dire à cet endroit-là, allez y aller peut-être pas, ou y aller peut-être pas forcément aussi en nombre, mais en n'étant pas non plus que à générer des frustrations, parce que je pense qu'on a encore assez d'espace pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur ou son intérêt. Le mot qu'on peut retenir de cet entretien, c'est que vous vous adaptez en fait à l'évolution de la nature et des risques. L'adaptation. Adaptation, c'est-à-dire que et puis le mot-clé, c'est convaincre, mobiliser, entraîner, accompagner l'ensemble des acteurs afin de préserver et protéger un patrimoine naturel remarquable, ordinaire maintenant, parce qu'un patrimoine naturel qui est l'ADN de la Haute-Savoie, comme l'est l'activité économique de montagne ou l'activité industrielle de ce territoire. Et c'est là les éléments de convergence à trouver. Christian, on a toujours un peu en pratique sur Rouge et Blanc de demander à notre invité quel message il souhaite faire passer à nos auditeurs. Quel serait votre message ? Le premier message, il est on ne préserve bien que ce qu'on connaît bien, et que du coup, soyez curieux, allez voir, allez vers des temps d'échange, des temps de rencontre qu'on peut vous proposer, parce que je pense que ça permettra, du moins je l'espère, votre émerveillement par rapport à un territoire de beauté et d'exception qui nous amène des grands lacs à la montagne et du Mont Blanc. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est, disons-nous qu'il ne faut pas être dans l'inquiétude et le catastrophisme, il faut être dans l'action. Et l'action, c'est maintenant. Et si on ne le porte pas maintenant, on aura peut-être des conséquences à gérer qui seront peut-être plus fortes que ce qu'on aurait pu penser en agissant déjà là dans l'opérationnel et dans cet élément de sobriété qui est posé de cet espace et de les ressources. Et elle s'imposera à nous, d'une manière ou d'une autre, soit par des phénomènes qui s'accentueront, ou parce que les choses feront on n'aura pas le choix. Donc, je préfère être dans l'opérationnel tout de suite et de l'être ensemble. Voilà. Quelle est votre façon de voir les choses quand on dit que l'homme détruit la nature, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, sur la Terre, la nature prendra toujours le dessus ? De toute façon, ce n'est pas la nature qui est menacée en premier, hein, c'est l'homme et son activité. C'est un constat général. Donc, la question là-dedans, c'est on veut quelle planète pour les générations futures, et on en est acteur comment, même si on a déjà commencé à brécher un peu le modèle dans lequel on se trouve. On est responsable de ce qui se passe, complètement. On est responsable, mais en même temps, il n'y a pas de culpabilité non plus à avoir. C'est plutôt de se dire, vu que les choses changent et qu'on doit s'y adapter, et qu'on s'y adapte aussi pour garder un élément de modèle sociétal et économique qui rende tout cela viable. C'est pas revenir
à des pratiques anciennes, c'est se dire là-dedans comment avec plus de sobriété on peut agir. Sobriété, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian, on retrouve toutes les informations sur votre site web www.con-haute-savoie.org. Merci Christian, à bientôt. Merci.